mes chers collègues, d'autres collègues vont nous rejoindre là. Alors, nous poursuivons les travaux de notre commission d'enquête en recevant pour cette dernière audition 4 universitaires dont l'expertise contribuera utilement à notre réflexion. Alors, par ordre alphabétique, interviendront dans cette table ronde consacrée à l'action publique face à la résorption des inégalités. Monsieur Yann Bérard, politiste et sociologue, maître de conférences à l'Université des Antilles, auteur du récent ouvrage relatif aux Outre-mer face à la bifurcation écologique. Monsieur Justin Daniel, professeur émérite de sciences politiques à l'Université des Antilles, spécialiste des politiques publiques liées au développement durable dans la Caraïbe. Madame Corinne David, professeure des universités en droit public à l'Université d'Aix-Marseille, titulaire d'une chaire sur les Outre-mer à l'Institut universitaire de France. Madame David, vous avez par ailleurs coordonné avec le professeur Justin Daniel un ouvrage intitulé 75 ans de départementalisation Outre-mer, bilan et perspectives de l'unité à la différenciation. Monsieur Yannick Lorty, professeur d'économie à l'université Gustave Eiffel, directeur de la Fédération de recherche CNRS, théorie et évaluation des politiques publiques et directeur de l'Observatoire national des discriminations et de l'égalité dans le supérieur Ondes. Alors, Madame, Messieurs les universitaires, je vous rappelle que notre commission d'enquête a été constituée à la demande du groupe communiste républicain citoyen écologique des Kanakis. Elle a débuté ses travaux le 27 janvier dernier et ma collègue Evelyne Corbière-Navinzo en est la rapporteure. L'objet de nos travaux est de comprendre la persistance, voire l'accroissement des inégalités dans les Outre-mer en matière d'éducation, de formation et d'emploi, de niveau de vie et de pouvoir d'achat, mais aussi d'accès aux soins et d'accès aux droits. Nous souhaitons saisir les causes profondes de ces inégalités, à la fois entre les territoires ultramarins et la France hexagonale, mais aussi au sein des sociétés ultramarines, marquées par des écarts de revenus et de patrimoine plus importants. Notre objectif est également d'évaluer avec vous l'efficacité de l'action publique dans les Outre-mer, l'impression générale sur le terrain et celle d'un essoufflement des politiques publiques. L'action de l'État apparaît souvent comme une action en réaction aux événements, mais qui ne parvient pas à renverser les dynamiques profondes. Certaines inégalités résistent depuis trop longtemps aux politiques conduites par l'État et les territoires, ce qui laisse penser qu'elles ont un caractère systémique qui échappe à l'action publique. Nos concitoyens doutent des promesses sur le rattrapage de nos territoires, ou pire, ils estiment que ces politiques passent à côté des vrais enjeux et des causes profondes de leurs difficultés. Il sera intéressant d'avoir votre regard actualisé, en particulier de la part des professeurs Daniel et David, qui ont tenté un bilan de 75 ans de départementalisation. Nous sommes également intéressés par les réussites de certaines politiques afin d'identifier les conditions qui ont pu y présider et comment les reproduire. En matière de transition écologique, M. Bérard pourra sans doute éclairer ce rôle d'avant-garde des Outre-mer avec ses limites. Enfin, nous souhaitons mettre l'accent sur la jeunesse ultramarine et la promesse républicaine de l'égalité des chances, notamment en matière d'éducation, de formation et d'accès à l'emploi. Le regard du professeur Lorty sera intéressant à cet égard. Vos travaux de recherche font de vous des analystes particulièrement avisés des sociétés ultramarines, de leurs relations avec l'Hexagone, mais aussi de leurs mécanismes internes. Nous sommes particulièrement intéressés par les propositions concrètes que vous pourriez formuler pour tracer un chemin vers la mise en œuvre effective du principe d'égalité. Un questionnaire indicatif a été transmis en amont afin de mieux cerner nos premières interrogations. Alors, je souhaite maintenant vous rappeler que cette audition est diffusée en direct sur le site internet du Sénat. Je vous rappelle qu'un faux témoignage devant notre commission d'enquête serait passible de peine prévue aux articles 434-13, 434-14 et 434-15 du Code pénal. Monsieur Bénard, je vous invite maintenant à prêter serment de dire toute la vérité, rien que la vérité, en levant la main droite et en disant « je le jure ».
Vous en... Ah, je vous remercie. Monsieur Daniel, je vous invite à prêter serment de dire toute la vérité, rien que la vérité, en levant la main droite et en disant je le jure. Je le jure. Merci. Madame David, je vous invite à prêter serment et de dire toute la vérité, rien que la vérité, en levant la main droite et en disant je le jure. Merci. Monsieur Lortie, à votre tour, je vous invite à prêter serment de dire toute la vérité, rien que la vérité, en levant la main droite et en disant je le jure. Bien. Si vous le voulez bien, madame, messieurs les professeurs, vous pourriez en quelques minutes faire une brève présentation liminaire et après laquelle je céderai la parole à madame la rapporteure, puis à monsieur et madame les commissaires pour vous poser des questions. Donc, nous sommes prêts à vous écouter. Alors, on va commencer par ceux qui sont en visio. Vous nous entendez? Oui, on vous entend. Parfaitement. Merci. Donc, on peut commencer par monsieur Bérard. Monsieur Bérard. Oui. Eh bien, Madame la Présidente, Mesdames, Messieurs les sénateurs et sénatrices, je vous remercie pour cette invitation, cette proposition d'audition. Je voudrais peut-être commencer d'abord par préciser d'où je parle, et je voudrais pour cela simplement rappeler le fait que ça fait maintenant une quinzaine d'années que j'exerce des fonctions d'enseignant-chercheur sur le pôle Martinique de l'Université des Antilles, plus précisément en sciences politiques. Une quinzaine d'années qui m'ont permis à la fois de mener des travaux au long cours sur différents sujets relatifs à l'action publique et aux changements globaux, en particulier donc aux Antilles et en Guyane française, notamment en matière de risques et de catastrophes naturelles, mais aussi à travers l'appréhension concrète de nombreuses autres problématiques environnementales propres à ces territoires, qu'il s'agisse par exemple de la question de l'eau, de la transition énergétique, de l'alimentation ou encore des déchets. Parallèlement à ces travaux, il s'agit aussi bien sûr d'une expérience de vie au quotidien qui m'a permis de me confronter avec ces réalités, c'est-à-dire dans un rapport sensible à cette réalité, au quotidien, au vécu des premiers concernés. Alors, si on raisonne sur les 10-15 dernières années, du point de vue des relations entre action publique et changements globaux outre-mer, ce qui est assez évident, c'est la multiplication des situations de risque et de crise. Aux Antilles, par exemple, chlordécone, sargasses, ouragans, risques volcaniques, etc., qui participent, avec d'autres menaces et enjeux, à installer ces territoires dans ce que j'appellerais une situation de crise de long terme. Qui n'est pas nouvelle. Cette multiplication des situations de polycrise ou de multirisque s'accompagne également de frictions, voire de conflits, de situations conflictuelles, bien qu'elles ne soient pas toujours ni nécessairement relayées par les médias nationaux. Encore récemment, nous pouvons prendre l'exemple de l'éternel retour des sargasses qui impacte les rivages antillais depuis maintenant une quinzaine d'années, et la situation des riverains de la commune du Robert en Martinique. Cette situation n'est pas spécifiquement propre à ces territoires, mais de par, je dirais, son ampleur, son intensité à l'échelle d'un territoire comme celui de la Martinique, par exemple, on pourrait dire qu'on fait face à une situation paroxystique. Et face à ces situations de polycrise ou de multirisque, la difficulté est alors de concevoir des politiques publiques, me semble-t-il, d'un genre nouveau, c'est-à-dire qui restent à inventer, et qui prennent en compte ces intrications, ces superpositions, pour prévenir notamment une éventuelle crise de gouvernabilité. Si les enjeux environnementaux et de transition écologique sont si importants pour ces territoires, ces situations apparaissent alors, me semble-t-il, d'autant plus préoccupantes dans un contexte de retour en arrière de l'écologie de gouvernement, du backlash environnemental, comme disent certains, qui pourrait d'autant plus fragiliser ces territoires et limiter leur capacité de résilience. Alors, si on parle d'inégalité, avant même de considérer la référence à l'Hexagone, et outre des inégalités d'ordre économique et social marquées, bien sûr, à l'égard de l'Hexagone, à l'instar de la vie chère,
Il faut aussi souligner qu'il existe des inégalités fortes au sein même de ces territoires. Et ceci peut, là aussi, nourrir une conflictualité latente. On peut en même temps proposer un léger pas de côté, c'est-à-dire déplacer le regard. Si on raisonne de manière systémique à l'échelle des territoires ultramarins, il ne faut pas non plus, me semble-t-il, oublier la perspective des écosystèmes et plus encore de ce qu'on appelle les socio-écosystèmes, c'est-à-dire finalement une échelle, celle des milieux de vie, à partir de laquelle il conviendrait également de raisonner, puisque nous, humains, sommes dépendants de ces milieux. Dans cette veine, les inégalités écologiques ou environnementales apparaissent, me semble-t-il, moins prises en compte que les inégalités économiques et sociales, tant du point de vue des risques et des nuisances que de l'accès aux aménités et aux ressources locales, avec un impact sur la santé humaine qui suscite aujourd'hui de nombreuses interrogations. Et dans cette voie, on pourrait même considérer plus particulièrement les inégalités écologiques de santé, c'est-à-dire l'inégale distribution des effets sur la santé que génèrent les expositions environnementales. Dans cette perspective, il s'agit donc non seulement d'élaborer des politiques publiques qui articulent à la fois les préoccupations sociales, environnementales et économiques, mais aussi des politiques publiques qui prennent en compte les différentes facettes de la santé, à la fois humaine, environnementale et animale. Pour ma part, pour mieux appréhender ces inégalités systémiques, j'aurais également tendance à insister sur la prise en compte des vulnérabilités, qu'on pourrait dire elles aussi systémiques, vulnérabilités auxquelles sont confrontés ces territoires et leurs populations, pour mettre en avant ce qui les fragilise plus fondamentalement, sachant que ce sont bien souvent des vulnérabilités, Madame la Présidente a eu cette expression, aux causes profondes, c'est-à-dire inscrites dans des trajectoires socio-historiques de plus ou moins longue durée. Or, sur ce point, les vulnérabilités sont multiples elles aussi, elles sont économiques, sociales, environnementales, elles sont intriquées également et elles constituent pour cela, me semble-t-il, un élément clé d'appréhension des inégalités. On peut les citer, notamment en ce qui concerne par exemple les Antilles, l'insularité, l'éloignement, la fragilité du bâti et des infrastructures, type eau, énergie, transport, et plus généralement les trajectoires d'exploitation et de développement empruntées par ces territoires au cours des derniers siècles et décennies constituent autant de facteurs de vulnérabilité propres aux anciennes colonies départementalisées. Parallèlement à cette recrudescence des risques et des catastrophes naturelles et à ces vulnérabilités et à leurs causes profondes, il s'avère également que la grammaire de l'action publique outre-mer, c'est-à-dire la façon aujourd'hui de faire des politiques publiques outre-mer, s'est largement complexifiée au cours des dernières décennies à travers la superposition, depuis maintenant 80 ans, si on raisonne depuis la départementalisation, la superposition d'orientations différentes, parfois contradictoires, et qui associe un nombre croissant d'acteurs aux attentes variées. Le paradigme inaugural de l'égalité, aujourd'hui, coexiste avec un paradigme de l'identité, qui a conduit à reconnaître progressivement la singularité de ces territoires, en rupture avec une perspective assimilationniste, et à promouvoir le développement local et régional. Le dernier moment important de réforme de l'action publique outre-mer, dans le cadre de l'approfondissement de la décentralisation, il est intervenu à la fin des années 90, au tournant des années 90-2000, avec l'affirmation du paradigme de la responsabilité dans une logique d'autonomisation et de développement durable de ces territoires, tout en cherchant à associer davantage les populations. C'est ce qui marque aujourd'hui le style des politiques publiques ou du gouvernement outre-mer. Sur ce point, la loi égalité réelle outre-mer énonce dans son article 1er l'adoption pour les 10 outre-mer d'un modèle propre de développement durable. Je cite. Cet objectif peut alors sembler compliqué à atteindre pour les raisons que j'évoquais plus haut, à savoir que ces territoires sont pris dans des dynamiques de développement hétérogènes, voire contradictoires, notamment lorsqu'on considère la tension entre une volonté, l'expression a été utilisée aussi en préambule, une volonté de rattrapage historique et l'injonction plus contemporaine à la durabilité. Et on peut relever donc dans ce contexte, du point de vue des travaux que j'ai pu mener, une certaine inertie ou lenteur pour mener à bien les projets de transition écologique. La transition énergétique en est un bon exemple, puisqu'on présente souvent
ces territoires, les territoires ultramarins, comme des laboratoires d'avenir, notamment du point de vue du développement des énergies renouvelables. Or, on se rend compte aujourd'hui, 15 ans par exemple après le premier rapport de la délégation Outre-mer du CESE sur ce sujet, la situation finalement n'a guère évolué et le mix énergétique des territoires ultramarins, notamment aux Antilles, reste extrêmement dépendant des énergies fossiles. Alors, on peut aller plus loin. Pourquoi cette inertie? Pour mener à bien une politique publique, il faut au moins réunir trois choses. Il faut d'abord avoir une vision politique qui, je dirais, appartient à chacun de ces territoires, pas seulement une vision générale pour les Outre-mer, mais une vision politique n'a par ailleurs de sens et de consistance que si elle se dote aussi d'une capacité de gouvernance, c'est-à-dire d'être capable de réunir autour de la table des acteurs différents qui n'ont pas les mêmes idées, qui n'ont pas les mêmes intérêts, ce qui inclut évidemment tous les acteurs de la société civile et les populations. Et il y a certainement aujourd'hui un enjeu important à donner aux citoyens ultramarins, la possibilité de s'approprier davantage les politiques publiques qui les concernent et pas uniquement du point de vue du dernier kilomètre de ces dites politiques publiques. Et puis, tout cela ne fonctionnerait pas, enfin, sans une expertise ou une ingénierie capable de concevoir ces politiques et de les mettre en œuvre. Et je dirais que c'est peut-être là où le bas blesse le plus, non pas que cette expertise ou que cette ingénierie n'existe pas, mais plutôt parce que ces moyens matériels, humains, financiers et juridiques ne sont pas toujours, me semble-t-il, à la hauteur des enjeux, surtout lorsqu'on prétend assigner donc un rôle d'avant-poste à ces territoires. Alors, on peut toujours relever un constat d'échec que j'aurais tendance à partager pour ma part, mais pour cela, me semble-t-il, on est aussi renvoyé à une question qui est celle de l'évaluation des politiques publiques. Et aujourd'hui, pour les Outre-mer, je dirais l'absence assez patente de cet outil, du recours en tout cas à cet outil. Alors certes, là aussi, il y a des éléments d'évaluation, il y a même une instance en particulier qui est censée y être dédiée, je pense à la Commission nationale d'évaluation des politiques publiques de l'État Outre-mer, qui a vocation à suivre la progression notamment des contrats de convergence et de transformation, les CTT, CNEPEOM qui a été mise en place au début des années 2010, mais qui, à ma connaissance, mène des activités qui restent assez peu visibles ou dont l'impact m'apparaît limité. Mais l'évaluation des politiques publiques, elle devrait aussi, me semble-t-il, se déployer à l'échelle de chaque territoire, pas uniquement à une échelle nationale ou globale. Et là aussi, force est de constater, du moins pour les territoires que je connais le moins mal, aux Antilles notamment, l'absence de pratique de l'évaluation des politiques publiques qui est quasi inexistante, voire totalement inexistante. J'ajouterai enfin que quand bien même l'évaluation des politiques publiques outre-mer verrait le jour, encore faudrait-il que les résultats de ces évaluations soient pris en compte. Et là, on est renvoyé à une autre question, plus générale que celle de l'évaluation, c'est celle de la capitalisation des expertises qui sont produites sur ces territoires, de ces fameux diagnostics nombreux, c'est-à-dire ici, quand je parle de capitalisation des expertises, c'est la manière dont ces savoirs, toutes ces connaissances accumulées peuvent être non seulement produites, mais aussi transférées dans l'action publique, c'est-à-dire mises en œuvre et prises en compte de manière effective. Du point de vue de la question institutionnelle, ce que je peux ajouter, c'est que finalement, tout cela, si on raisonne notamment en termes de développement ou de modèle de développement, cette question n'a aucun sens et la réforme ou les perspectives de réforme constitutionnelles qui peuvent être aujourd'hui mis à l'agenda n'ont aucun sens, me semble-t-il, sans la prise en compte du choix du modèle de développement que ces territoires entendent se donner. Ce qui doit, me semble-t-il, venir en premier lieu. Ce n'est pas une réforme, pour le dire peut-être plus simplement, des articles de la Constitution qui, me semble, doit constituer la question première, mais plutôt celle du modèle de développement que chaque territoire ultramarin entend se donner pour que sur cette base soient mis en œuvre, entre autres, des moyens juridiques adéquats. Dans cette perspective, on peut souligner l'intérêt des démarches qui s'affirment autour, par exemple, des COP régionales sur la transition écologique qui invitent à reterritorialiser les enjeux et les principes qui sont souvent énoncés donc, de façon générale en termes d'objectifs de développement durable. Et il me semble que c'est un type de perspective qui mériterait d'être soutenu et prolongé dans les années à venir, en particulier pour que chaque territoire se dote aussi
d'orientation propre, un peu à la manière, au fond, de ce qu'avait en son temps initié la ministre Girardin avec la trajectoire Outre-mer 5.0, mais, me semble-t-il, à décliner à l'échelle de chaque territoire. Parmi les exemples de progrès qu'on peut aussi relever au cours des dernières années, je citerai notamment le plan Chlordécone 4 et la nouvelle gouvernance mise en place dans ce cadre, l'importance accordée aux acteurs de la société civile, à la communication à destination des populations, ou même à la recherche, avec une ouverture en direction des sciences humaines et sociales, me semble-t-il, sont des mesures, des orientations qui vont dans le bon sens, si je puis me permettre. Et on voit que depuis cette période, il n'y a pas eu effectivement de reflux majeur des mobilisations sociales sur cette question, ce qui ne doit pas évidemment amener à conclure qu'on aurait tourné la page et qu'on serait rentré dans une normalisation du problème pour autant, loin s'en faut. Il s'agit dans ce cas, me semble-t-il, d'aller vers une pérennisation de ces orientations. Et pour cela, il me semble que certaines propositions de la représentation nationale mériteraient aussi d'être soutenues. Je pense en particulier à ces projets de loi cadre qui ont été déjà exprimés par certains parlementaires, avec deux perspectives qui me paraissent essentielles. La perspective de la réparation, d'une part, et puis celle de la création d'une instance indépendante d'expertise, y compris du point de vue de la recherche. Autrement dit, une perspective d'institutionnalisation de la constitution d'une véritable politique publique autour de cet enjeu majeur qu'est le problème chlordécone aux Antilles. Enfin, du point de vue du développement de l'activité économique, sans être spécialiste de la question, il me semble également, malgré tout, essentiel de soutenir le chantier de l'intégration régionale ou de la diplomatie de proximité de ces territoires à l'échelle de leur bassin océanique de référence, en développant les relations de ces territoires avec leurs voisins proches, dans le cadre notamment des organisations régionales, cela dans la perspective d'une amélioration des conditions de vie économiques et sociales de ces territoires et de leur population, en particulier du point de vue de la vie chère. Et puis je terminerai d'un mot, puisque la question m'a été posée concernant ces territoires pionniers, ou ce qu'on qualifie souvent, pour parler des Outre-mer, de territoires pionniers. Alors ce qu'il faut bien voir, c'est que plus largement, la métaphore du laboratoire, qui sous-tend aussi cette expression de territoire pionnier, elle est une métaphore ancienne, une métaphore coloniale, qui a longtemps conduit, pour le dire simplement, à considérer ces territoires comme des lieux d'expérimentation pour des politiques qui pourraient voir le jour ou se développer ailleurs, notamment sur l'ancienne métropole. Or, cette perspective, me semble-t-il, aujourd'hui, en tant que telle, si on considère ici cette métaphore dans ce sens, me semble critiquable, et il y a une ambiguïté ou une ambivalence, en tout cas, dans l'utilisation de cette métaphore du laboratoire et de ses dérivés aujourd'hui. On parle de territoire pionnier, d'avant-poste, d'avant-garde, de précurseurs, etc., comme par exemple, et notamment en matière de développement durable, ce qui tendrait à reproduire cette représentation ancienne et assez largement ancrée dans notre inconscient collectif des Outre-mer comme des territoires d'exportation de modèles ou d'innovation en direction de l'ancienne métropole. La métaphore du laboratoire, elle est ambivalente ici. Est-ce qu'elle désigne effectivement cette idée selon laquelle les Outre-mer pourraient produire des politiques publiques ou inventer des politiques publiques qui serviraient plus largement le dessin ou les dessins de l'Hexagone ou de l'ancienne métropole dans une logique d'import-export? C'est une question. Ou alors, est-ce qu'il s'agit de constituer un modèle en soi et pour soi pour ces territoires, ce qui est un petit peu différent? Pour lever cette ambiguïté, il me semble que la priorité doit justement être donnée à la capacité de ces territoires à se doter d'un modèle de développement durable propre, quitte à ce qu'il inspire éventuellement d'autres territoires, y compris l'ancienne métropole ou le vieux continent, mais, me semble-t-il, sans en faire une priorité, même sous-jacente, de ce discours, ou alors on en reviendrait à ce moment-là au sens colonial premier de cette métaphore, donc dans une logique instrumentale. Mais, et je terminerai par là, il me semble surtout que ce qui peut permettre de revenir aussi à mon propos liminaire, cette métaphore du laboratoire, son usage récurrent, d'un point de vue anthropologique, du point de vue du chercheur que je suis, d'un point de vue anthropologique, on pourrait même presque dire d'un point de vue ontologique, cette métaphore du laboratoire, me semble-t-il, vient aussi traduire aujourd'hui un état de crise durable, un état de crise ou de multicrise plus profond, face auquel, en l'absence de solutions concrètes, il faut aussi maintenir un horizon d'attente, un horizon d'espoir, notamment à travers des promesses
technoscientifiques ou d'autres ordres, parce qu'effectivement, sinon, on risquerait de verser dans cette crise de gouvernabilité que j'évoquais. Donc cette métaphore du laboratoire, elle est aussi, me semble-t-il, d'un point de vue plus général, un symptôme de cette situation et d'une façon de temporiser l'action publique. Et donc, il faut, me semble-t-il, se garder, lorsqu'on utilise cette métaphore, de ces différents enjeux et d'avoir conscience de ces différentes significations. Je vous remercie de votre attention. Je vous remercie, Monsieur Bérard. Nous allons continuer par ordre alphabétique avec Monsieur Justin Daniel, si vous le voulez bien. Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les sénatrices et sénateurs, je voudrais dire que je m'exprime ici dans la position d'un marginal séquent, c'est-à-dire celui qui est issu du monde académique et qui s'est livré pendant au moins 40 ans à l'observation des sociétés ultramarines, en particulier la société martiniquaise, d'une part, et d'autre part, celui qui a exercé des fonctions, celles de président du Conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l'éducation de Martinique, mais aussi de vice-président du Conseil du conseil scientifique le CPSN, le conseil scientifique donc issu du plan chlore d'Econ 4. Et tout cela m'a permis de jeter un regard particulier sur les sociétés ultramarines. Et au fond, aujourd'hui, la question qui nous préoccupe est simple en apparence. Au regard de la problématique des inégalités, la situation des territoires ultramarins s'améliore-t-elle, stagne-t-elle ou s'aggrave-t-elle? De mon point de vue, cette question peut être abordée sous deux angles complémentaires. Une analyse diachronique et une analyse synchronique. Dans le premier cas, je retiendrai l'hypothèse qui peut paraître banale, de la persistance d'inégalités structurelles tendant parfois à se reproduire, face auxquelles les dispositifs de politique publique ont clairement montré leurs limites. D'un point de vue synchronique, c'est-à-dire si je m'en tiens aux années récentes, la lecture multidimensionnelle des inégalités débouche sur le constat, qui ne vous surprendra pas, d'une stagnation structurelle, voire d'une aggravation conjoncturelle s'agissant des déterminants centraux, le pouvoir d'achat, l'accès effectif aux droits, la fragilité des services publics. Tout cela étant accompagné par quelques améliorations ponctuelles. Alors, je vais tenter de m'appuyer sur la notion d'inégalité systémique pour saisir cette situation complexe. L'intérêt d'une telle notion, c'est de dépasser le simple constat statistique pour appréhender les mécanismes de reproduction des inégalités. Et très clairement, ces sociétés vivent sous le régime de reproduction des inégalités et un certain nombre de mécanismes sont à l'œuvre. D'abord, un premier constat, c'est que en Outre-mer, les inégalités sont le produit de cumul de handicaps, géographie insulaire, étroitesse des marchés, éloignement des centres de décision, mais aussi et surtout héritage colonial. Autrement dit, des sociétés qui étaient initialement marquées par une forte concentration des richesses ont mis en place des institutions qui, paradoxalement, contribuent à la persistance de ces écarts. Et au fond, pour le dire sous un raccourci, là où l'Hexagone bénéficie de cercles vertueux de développement, les territoires ultramarins sont enfermés dans des cycles vicieux. Trois mécanismes sont à l'œuvre. D'abord, une causalité circulaire, pauvreté monétaire, problématiques de santé publique, l'employabilité et la réussite sociale, tout cela se nourrit mutuellement. Ensuite, deuxième mécanisme, ce sont les dépendances structurelles. Dans les territoires ultramarins, il y a souvent une sorte d'addiction aux importations, une très forte dépendance aux énergies, à l'ingénierie, cela a été signalé tout à l'heure par mon collègue Yann Bérard, et parfois
des lacunes en matière de qualification. Et puis, troisième mécanisme, c'est la non-convergence administrative. L'accès au droit dépend effectivement de la capacité des services publics locaux qui sont capacités très inégalement distribuées, justement, si l'on compare à l'Hexagone. Et la comparaison avec l'Hexagone, c'est une référence qui est à la fois le moteur de la revendication d'égalité et une source d'incompréhension. Elle est nécessaire, cette référence, car elle fonde la promesse républicaine d'égalité, des droits et des chances. Cependant, force est d'admettre que l'application uniforme de normes hexagonales, sanitaires, techniques, administratives est souvent un frein au développement endogène. Cela dit, il existe en outre des spécificités majeures entre les territoires eux-mêmes. Très rapidement, Mayotte combine, c'est une combinaison unique de pression démographique, de fragilité des droits sociaux, de crise des services essentiels, de marché du travail dégradé. La Guyane est confrontée à une dynamique démographique, mais à de fortes contraintes en matière d'aménagement et donc d'accès aux services. Les Antilles, bon, les Antilles, la Guadeloupe et la Martinique, c'est l'enjeu du pouvoir d'achat qui domine, un vieillissement accéléré de la population, des problèmes en matière d'accès aux soins, et puis une confiance institutionnelle qui est en voie d'érosion. Et puis, la Réunion a également des problèmes concernant les tensions sur les prix et la forte prégnance, je dirais, de la question sociale dans ses multiples déclinaisons. Alors, pour analyser ces situations, nous, on mobilise des indicateurs. Ces indicateurs sont-ils suffisamment robustes? Je crois qu'aujourd'hui, il y a quand même des progrès qui ont été réalisés. Il y a quelques années, je me disais encore que les publications de l'INSEE servent à alimenter l'histoire économique et sociale des territoires. Aujourd'hui, les choses ont changé. On peut accéder assez rapidement à des données. Mais la mesure des inégalités souffre malgré tout de lacunes méthodologiques qui biaisent l'action publique. L'utilisation d'indicateurs standardisés masque parfois l'ampleur du déclassement réel des populations. Je prendrai un exemple. Appliquer en Outre-mer le seuil de pauvreté tel qu'il est appliqué dans l'Hexagone place la majorité de la population en situation de pauvreté, ce qui du coup rend inopérant l'indicateur. À l'inverse, l'utilisation de seuils de pauvreté locaux calculés sur les revenus du territoire tend à minimiser la pauvreté par rapport aux standards nationaux. Là, on navigue entre deux contraintes, deux appréciations qui peuvent être contradictoires. Mais j'ajouterai que cette approche purement monétaire occulte la dimension multidimensionnelle de la pauvreté. Je n'ai pas le temps d'insister là-dessus, on pourra y revenir en cours de discussion. Mais je voudrais simplement attirer l'attention sur le fait que dans certains territoires, il y a une invisibilité des populations marginales et de l'économie informelle. Le défaut majeur des statistiques actuelles, c'est l'exclusion des populations vivant hors logement ordinaire, entre guillemets. Bon, l'exemple le plus connu en la matière, c'est Mayotte, enfin les deux exemples, Mayotte et la Guyane. Quelques mots sur l'évaluation de la loi EROM de 2017 et sur l'efficacité de l'action publique. Bon, on connaît les ambitions initiales de cette loi, des instruments de convergence qui l'ont appliqué. Il s'agissait de permettre une programmation sur 10 à 20 ans des investissements nécessaires pour rattraper les retards d'équipement en matière d'eau, d'assainissement, déchets et transport. S'il est vrai que cette loi a permis partiellement l'alignement des droits sociaux, enfin, a permis une progression en la matière, la dimension investissement des contrats de convergence territoriale souffre de lourdeur administrative. Près de 85% des crédits d'État dans ces contrats sont fléchés en plus et sans réelle concertation avec les collectivités
locales. Pour le dire, là aussi sous la forme d'un raccourci, la loi Hérom est peut-être utile comme doctrine, mais comme moteur, elle manque d'efficacité. Elle n'a pas imposé une discipline des résultats. Alors, comment expliquer la persistance des résultats malgré les investissements? Je voudrais d'emblée souligner un paradoxe. C'est la multiplication des diagnostics, des dispositifs d'action publique qui, au fond, n'a d'égal que la persistance, voire l'amplification des déséquilibres structurels. Comme le disait à l'instant mon collègue Yann Bérard, les territoires ultramarins vivent dans un régime de crise permanente. Ces territoires sont durablement associés à des crises économiques, sociales, environnementales, politico-institutionnelles, dont les manifestations éruptives sont les symptômes les plus visibles. Autrement dit, la crise est l'horizon ordinaire de l'action publique dans ces territoires. Par conséquent, tous les dispositifs d'action publique éprouvés à ce jour, et ce depuis plusieurs décennies, nous disent beaucoup plus sur la façon dont cette crise est gouvernée et sur les mécanismes à travers lesquels elle s'impose comme un mode ordinaire de gouvernement. Il ne dessine pas pour autant une voie de sortie. Comment réduire les inégalités? Il y a plusieurs facteurs qui expliquent cette persistance des inégalités. Bon, il y a le défaut de l'adaptation normative, une action publique trop standardisée, l'inefficacité de la lutte contre les monopoles, et cela a à voir avec l'héritage colonial, et puis, de manière plus conjoncturelle, la sous-exécution budgétaire dans un contexte difficile pour l'État. Et puis, j'ajouterais, les effets induits de la dépendance. On est passé d'une économie extractive à une économie de transfert, je prends en particulier pour les 4 vieilles colonies. Tout cela favorise des comportements attentistes. Les acteurs économiques ont tendance à chercher des rentes plutôt que de la productivité, tandis que les collectivités locales se reposent un peu facilement sur une monorecette, l'octroi de mer, dont on n'a pas évalué les effets sur le développement économique. Alors, je voudrais ajouter, pour ne pas être trop long, quelques mots sur le cadre constitutionnel et la pertinence du binôme article 73, article 74, débat qui a structuré et qui structure en quelque part la vie politique dans les 4 vieilles colonies. Je voudrais faire un constat. L'article 73 facilite l'égalité de droit par le droit commun en quelque sorte, mais il peut en même temps ignorer les contraintes locales en termes de coûts de marché et de ressources humaines. L'article 74 permet l'adaptation, mais expose à des divergences de droit et à des capacités variables. Et si je prends l'exemple de la Polynésie, qui est le pays le seul compétent pour la protection sociale et la lutte contre la pauvreté, eh bien, la mise en œuvre pose problème en l'absence de coordination avec l'État sur les leviers économiques globaux et une gouvernance sectorielle qui s'avère fragmentée. Tout cela limite l'efficacité de l'autonomie. La pauvreté en Polynésie est aussi marquée que dans les DROM ou les collectivités uniques régies par l'article 73, ce qui prouve croire finalement que le statut institutionnel n'est pas un remède miracle contre les inégalités économiques et sociales. En réalité, moi je vais procéder à un déplacement analytique. La vraie question est la suivante. Quel domaine exige l'uniformité, par exemple les droits fondamentaux, la protection sociale minimale, des garanties procédurales, et quel domaine exige une différenciation outillée, les prix, l'approvisionnement, les normes de construction, la mobilité, la formation, l'ingénierie. Quelques mots sur des dispositifs exemplaires. Bon, j'ai recherché pendant longtemps
Et j'ai trouvé un exemple emblématique dans les vieilles colonies, c'est le SMA, le service militaire adapté. Je peux revenir en cours de discussion sur les facteurs qui expliquent ce succès, mais là, c'est une vraie réussite qui mérite d'être, à mon avis, saluée. Et puis, il y a des initiatives locales qui sont en cours, les zones franches d'activité nouvelle génération, mais là, je demande qu'on fasse une évaluation claire et précise pour se faire une idée. En conclusion, je voudrais apporter quelques pistes de solutions pour une égalité réelle. Je ne propose pas des merveilles. Je sais que le terrain est difficile, mais je crois que la résorption des inégalités en Outre-mer exige de passer d'une logique de compensation de handicap à une logique de transformation structurelle qui suppose que l'on mobilise fortement, plus qu'on ne l'a fait jusqu'à maintenant, les ressources locales. Cela passe également par ce que j'appellerais une nouvelle gouvernance ascendante. Ça veut dire que les priorités doivent être définies localement avec les élus, puis consolidées au niveau national en veillant à harmoniser, à articuler de manière efficiente les différents niveaux d'intervention. La politique économique, par exemple, qui relève de la compétence de l'État, et la politique de développement économique social du territoire qui relève de la compétence des collectivités territoriales et des intercommunalités. Autre levier, me semble-t-il, c'est d'utiliser la souveraineté comme levier de réduction des prix, l'autonomie alimentaire. La collectivité territoriale de Martinique, en la matière, a émis un certain nombre de signaux faibles. Il faudra les amplifier. Et puis, quelle solution crédible face à des inégalités systémiques? Moi, je prône une stratégie réaliste qui doit articuler choc de mise en œuvre et réformes structurelles ciblées. Très clairement, il faut agir sur la politique des prix et de la concurrence. Nous sommes là au cœur d'une actualité, après l'avis produit par la haute autorité sur la concurrence. Il y a à agir sur la logistique, la transparence, les marges, les structures de marché. L'ingénierie de projet, et ça c'est un point que je partage avec mon collègue Yann Bérard, dans des domaines où on mène des politiques publiques ciblées, État, opérateurs, collectivités, il faut mettre en place des équipes dédiées, des équipes de maîtrise d'ouvrage et de passation, de façon à transformer les crédits en réalisation et qu'on ne retombe pas dans les travers de la mise en œuvre de la loi EROM. L'effectivité des droits. Ce sont des territoires qui sont caractérisés par un taux relativement élevé de non-recours. Eh bien là, il faut se fixer des objectifs clairs, des objectifs de délai. La CAF, par exemple, a un rôle à jouer. Il faut mettre en place des indicateurs de non-recours et des dispositifs permettant de rattraper cette situation. Et puis, je terminerai par l'idée d'une différenciation territoriale assumée en partant d'une matrice, type de contrainte, levier à mettre en œuvre par territoire, plutôt que d'imposer un modèle unique qui, à ce jour, a révélé ses limites. Je vous remercie de votre attention. Merci, monsieur Daniel. Nous allons passer maintenant, si vous le voulez bien, à madame... j'ai oublié votre nom, ça y est. Madame David. Excusez-moi. Bonjour tout le monde, merci beaucoup. Mesdames et messieurs les sénateurs, j'en profite pour saluer mes collègues qui sont en visioconférence, puisque j'ai été affectée pendant 5 ans en Martinique à l'Université des Antilles. Et je travaillais avec le professeur Daniel et Yann Bérard.
Je voulais tout d'abord commencer par vous remercier de cette invitation. J'avoue avoir été assez heureusement surprise d'une commission d'enquête sur ce sujet, qui est un sujet qui me semble extrêmement important et qui est finalement très peu pris en compte. Vous l'avez dit, on le fait souvent, hein, on dit d'où on parle souvent quand on parle des Outre-mer. D'où je parle, je parle effectivement. Pour ma part, j'ai passé en fait 20 ans en Nouvelle-Calédonie, où je suis devenue universitaire. Hein, j'ai fait ma thèse là-bas. J'ai quitté la Nouvelle-Calédonie en 2018, pardon, et pour rejoindre l'Université des Antilles pendant 5 ans. Et je suis rentrée dans l'Hexagone depuis 2 ans et demi maintenant. Et j'ai effectivement, par ces expériences, acquis une expertise juridique. Ça va venir en complément, je pense, avec ce qui a été dit jusqu'à présent. Ça me permet d'avoir une expertise finalement qui est au-delà des bassins géographiques, parce qu'en fait on a souvent une vision très sectorisée des Outre-mer. On va parler en fait du bassin caribéen, du bassin de l'océan Indien et puis du bassin Pacifique, et puis aussi on a une vision sectorisée par catégorie de statut. Et comme le disait le professeur Daniel, je pense qu'effectivement c'est une des questions du questionnaire. Je ne crois pas qu'on puisse considérer qu'il y a plus ou moins d'inégalités dans les territoires plus ou moins autonomes, mais je serais assez d'accord, bien que ce soit l'essentiel de mon travail, pour dire que finalement, la question statutaire n'est pas la question essentielle. La question statutaire, ce n'est pas elle qui va régler effectivement le plus souvent ces questions d'inégalité. Je pense que la question statutaire, elle répond peut-être plus à des aspirations qui peuvent être de l'ordre identitaire, qui peuvent être d'autres aspirations, mais ce n'est pas effectivement, comme le disait le professeur Daniel, un remède miracle. Après, sur la question des inégalités, ce que je voudrais soulever, et je pense que ça c'est mon prisme océanien, c'est qu'en fait, on a une pluie de rapports ces 10 dernières années sur toutes les inégalités qu'on peut, et discrimination, parce que pour beaucoup de cas, je pense que les deux peuvent être utilisés. On a effectivement beaucoup de rapports sur les DROM, beaucoup moins sur les COM, et dans lequel j'inclurais la Nouvelle-Calédonie. Alors peut-être que le professeur Lorty nous dira l'inverse. Alors on le sait parce que les statistiques sont finalement plus difficiles à trouver et moins nombreuses dans les collectivités d'outre-mer. Ça ne veut pas dire pour autant qu'elles ne souffrent pas de ces inégalités. Alors pour ma part, en fait, je pense que à la question que vous posiez sur est-ce qu'elles sont effectivement, est-ce que la situation s'améliore, stagne ou s'aggrave depuis 10 ans, j'aurais tendance, au vu de la multiplication des crises sociales, à penser qu'effectivement, elles s'aggravent, elles s'améliorent, ça m'étonnerait. Et effectivement, après, ce qu'il faut prendre en compte aussi, c'est qu'aujourd'hui, ces inégalités sont plus documentées qu'auparavant. Je pense que ça, c'est un élément qui est important, alors qui est important parce que ça nous permet aussi de travailler dessus. Alors, il est bien évident que je ne vais pas répondre, je vais faire mentir le fait que les femmes sont bavardes, et je pense que je parlerai certainement moins longtemps que mes collègues, peut-être plus pour rentrer dans un échange. Mais ce que je crois nécessaire de souligner, parce que ce n'est pas un hasard si c'est l'objet de ma chaire à l'Institut universitaire de France. Ma chaire à l'Université universitaire de France, c'est travailler sur les outils juridiques pour lutter contre les inégalités dans les Outre-mer et sur l'ensemble des Outre-mer, parce que, de par mon expérience et dans le Pacifique et aux Antilles, j'ai été confrontée à ces inégalités qui sont à la fois des inégalités au sein des territoires et des inégalités vis-à-vis de l'Hexagone. Et il est vrai que, et ça me paraît assez logique au vu de la promesse républicaine, il est vrai qu'on a plus ce regard d'inégalité entre finalement ce qui se passe dans un territoire et l'Hexagone dans les DROM, qu'on peut l'avoir dans les collectivités du Pacifique, d'une part parce qu'elles sont plus éloignées, et pour plein d'autres raisons. Mais ces inégalités, effectivement, elles sont criantes dans tous les territoires et au sein des territoires. Alors, moi, ce sur quoi je voulais un peu insister, parce qu'il y a tellement de choses à dire, je pourrais rester avec vous tout l'après-midi et j'aurais pas assez de temps pour parler. Ce que je pense, moi, notamment, et vous avez insisté dessus dans l'introduction, c'est certainement
le fait que ces inégalités, oui, elles sont systémiques, et elles sont systémiques parce que le caractère systémique de ces inégalités, ça renvoie à leur généralité. Généralité dans le temps, ça a été évoqué à plusieurs reprises, généralité dans l'espace et généralité par leur nature. Parce que vous avez des inégalités économiques, des inégalités sociales, des inégalités sanitaires, des inégalités en matière environnementale, des inégalités en matière culturelle et d'identité. En fait, sur chaque secteur, on va avoir des inégalités. Et en fait, aujourd'hui, ce qui est assez pratique pour nous, c'est que dans chaque secteur, on va avoir un ou plusieurs rapports qui vont finalement étayer cette question des inégalités. Celle qui me semble importante, enfin peut-être plus importante que d'autres, c'est en fait tout ce qui a trait à la jeunesse. J'avoue, moi, alors je suis assez émotive, je dois le dire, mais j'avoue avoir été extrêmement choquée le jour où j'ai pris connaissance en fait du rapport de l'UNESCO intitulé Grandir dans les Outre-mer, qui a été publié en 2023, qui finalement dresse un constat assez consternant de la jeunesse dans les Outre-mer, digne très franchement d'un pays en développement. L'organisation dresse un constat. J'ai pris un extrait parce que franchement, je trouve que ça donne la teneur en fait des choses, parce que si dès l'enfance on est soumis à ces inégalités, le professeur Daniel, je crois, le disait, on a en fait un système de reproduction des inégalités, et ce sont des inégalités qui sont subies tout au long de la vie. On vous dit que les enfants sont soumis au respect du non-respect de plusieurs droits fondamentaux. La pauvreté touche 8 enfants sur 10 à Mayotte, 6 sur 10 en Guyane, et prive souvent ces mêmes enfants d'accès à la santé, éducation, protection, à l'eau, à l'alimentation. Concrètement, des milliers d'enfants ont faim, ont soif, ne peuvent se laver, ne peuvent aller à l'école. On est en France. Donc pour moi, c'est assez grave d'en arriver. Alors pourquoi on en arrive à cette situation? Effectivement, on ne peut que faire le constat de l'inefficacité des politiques publiques. Je crois que là-dessus, le diagnostic, il est assez évident. Mais maintenant, c'est finalement se demander que faire. Que faire, effectivement, face à cette inégalité, et finalement, quelles sont les causes, face à cette inefficacité des politiques publiques, et finalement, quelles sont les causes de cette inefficacité. Alors, moi, j'ai pas de baguette magique, j'ai pas de solution clé en main. J'ai simplement des réflexions que je pourrais partager avec vous. Mais me semble-t-il, on a oublié quand même un certain nombre de choses sur la route, et peut-être que rien que ces choses-là, les remettre en perspective, permettrait de pallier un certain nombre de difficultés. Je crois qu'on a oublié, alors la première chose, et ça j'ai l'habitude de le dire parce que c'est vraiment quelque chose qui m'a frappée quand je suis arrivée aux Antilles. J'arrivais de la collectivité la plus autonome de la République, dans laquelle j'ai vécu pendant 20 ans et sur laquelle j'ai travaillé, et je travaille toujours, pour arriver dans une collectivité unique, certes, mais une collectivité de l'article 73. Et je crois qu'en fait, ce qu'on a oublié, notamment dans les DROM, ce qu'on appelle les DROM, les collectivités de l'article 73, c'est que l'égalité, c'est la fin et pas le moyen. Et en réalité, on a confondu égalité et uniformité, et on s'est dit que, tiens, si on appliquait les mêmes règles, eh bien, on allait générer de l'égalité. Sauf que quand on applique les mêmes règles à des situations différentes, c'est assez évident, ça ne génère pas de l'égalité. Et en fait, cette frilosité à l'égard de l'adaptation, j'avoue que moi, j'ai eu du mal à la comprendre en arrivant effectivement dans ces territoires. Ça, pour moi, c'est la première chose, c'est-à-dire que quand effectivement vous posez la question, est-ce qu'il faut aller vers de l'adaptation? Oui, avec quels outils? Ça, il faut y réfléchir. Il faut réfléchir. Est-ce que l'habilitation est un bon outil? Selon moi, absolument pas. Mais on peut réfléchir à d'autres outils, du type par exemple, l'exercice de compétences partagées avec l'État, qui, moi, en fait, me paraît une solution assez évidente, et pourtant qui n'est que très peu évoquée. Et par exemple, je vais vous donner un exemple. Quand on travaillait avec mes collègues des Antilles sur un programme de recherche sur les sargasses, là encore, rien que sur les sargasses, on pourrait faire la prise en compte du risque sargasse et la tardivité des politiques publiques mises en place et l'efficacité des politiques mises en place. Déjà, rien que là-dessus, on pourrait passer un moment. Mais on s'est rendu compte, effectivement, des atermoiements du droit à pouvoir prendre en compte, finalement, un phénomène environnemental qui ne correspond à aucune catégorie. Et ça nécessitait une adaptation du droit.
mais une adaptation du droit qui aurait pu assez aisément être prise par les collectivités locales si elles en avaient eu les compétences et qui aurait peut-être permis d'anticiper ou en tout cas de moins tarder dans la prise en charge en fait, et dans la prise en compte du risque sargasse et des effets sanitaires délétères que ces afflux de sargasses ont dans les Antilles. Donc voilà, donc ça c'est la première chose sur l'uniformité, donc le fait que cette frilosité à l'adaptation, moi je pense qu'elle est difficile à comprendre, et ça rejoint en fait une deuxième réflexion, et là je suis juriste et donc je vais peut-être m'auto-flageller, mais je pense qu'on oublie aussi une autre chose, c'est que le cadre juridique, et notamment le cadre statutaire, et les outils juridiques qui les déclinent, ces statuts, ce ne sont que des outils. Ce ne sont que des outils et finalement, on se retrouve dans pas mal de situations, notamment en droit des Outre-mer, à se rendre compte que finalement, c'est le droit qui dicte les choses et pas le droit qui... Alors, je pense que mon collègue Justin Daniel sera content de m'entendre dire ça, mais qu'effectivement, le droit n'a pas vocation... Alors, bien sûr, il fixe un cadre, mais le droit, finalement, est, à mon sens, en tout cas s'agissant des Outre-mer, extrêmement handicapant et ça nécessite effectivement, à mon avis, un peu plus de souplesse. Et je dirais que le troisième élément qui, moi, est un élément qui me saute de plus en plus aux yeux dans les Outre-mer, mais je pense que ce n'est pas propre aux Outre-mer. Et d'ailleurs, pour répondre à la question sur est-ce que c'est différent de problèmes dans des zones périurbaines ou rurales, les Outre-mer, je pense que c'est l'ampleur du phénomène qui est différent dans les Outre-mer par rapport au reste à certaines zones de l'Hexagone. Mais moi, ce qui me frappe, en fait, c'est que finalement, mon collègue Yann Bérard disait en fait qu'on doit effectivement s'articuler, que tout doit s'articuler autour d'un modèle de développement. Moi, j'irais plus loin. Pour moi, ça va au-delà de ça. C'est-à-dire qu'en fait, on devrait déterminer notamment les règles statutaires et tout ce qui va autour d'un projet de société, autour d'un modèle de société. Et aujourd'hui, il me semble en tout cas qu'on a une difficulté, et non des moindres, à connaître finalement ce que veulent les populations ultramarines. Que veulent les populations ultramarines? On est sur finalement des territoires où le taux de participation aux élections est extrêmement faible, c'est-à-dire que la défiance aux élus est plus importante, est encore plus importante, je dirais, que dans l'Hexagone. Et finalement, on peine à savoir finalement ce que veut une partie de la population. J'avais commencé à travailler notamment sur une étude de la participation aux dernières élections en Martinique en 2021 pour la collectivité territoriale de Martinique. On voit très bien qu'il y a toute une partie de la population, et notamment la jeunesse, qui ne participe pas aux élections. Et donc, un outil qui pourrait, à mon avis, être très utile dans les Outre-mer, c'est l'outil de type participatif, l'outil de type convention citoyenne locale, tous ces outils en fait qui permettent d'informer, de sensibiliser, de prendre le pouls de la population et de construire ensemble un projet de société. Je pense que de ce point de vue-là, il y a un joli projet qui est en train d'être mis en place au sein du Congrès de la Nouvelle-Calédonie, qui est en train de se construire. Il y aura d'ailleurs en mars-avril une convention citoyenne sur un sujet qui reste à déterminer, qui va être organisée sur place. Ils sont en train de réfléchir à la mise en place d'une instance, on va dire, pérenne au sein du Congrès de participation citoyenne. Donc il y a des expériences, il y a des projets qui se mettent en place, il y a des choses qui sont intéressantes. Mais je pense que effectivement, il y a un moment donné, il faudrait peut-être trouver un moyen finalement de donner la parole à ces populations. Alors, en ne reportant pas systématiquement des élections dans certains territoires, mais aussi en trouvant finalement, je pense que voilà, l'outil de participation citoyenne pourrait être un bon outil. Après, sur les questions statutaires, on pourra peut-être y revenir, mais effectivement, je pense que il y a des outils qui ne sont pas utilisés, mais qui ne sont pas utilisés pour des raisons en fait qui sont liées notamment à finalement cette difficulté à mesurer quels sont les souhaits de la population. Pourquoi on ne s'engage pas aujourd'hui dans des référendums
de bascule de l'article 73 à l'article 74 dans les territoires comme la Martinique, la Guyane, parce qu'en fait, on ne sait pas anticiper quel serait le résultat d'un référendum, ou on a peur d'anticiper quel serait le résultat d'un référendum. Donc voilà, donc il y a énormément de choses sur lesquelles on pourra éventuellement revenir, mais voilà les quelques éléments que je voulais livrer en amont. Je vous remercie, Madame David. Donc, nous allons passer maintenant à Monsieur Yannick Lortier, s'il vous plaît. Merci Madame la Présidente. Bonjour, merci à tous, Mesdames et Messieurs les sénateurs et sénatrices. Je vais d'abord préciser le point de vue qui est le mien. Je suis, alors contrairement à mes collègues éminents juristes et politistes, moi je suis un humble économiste et je dirige une fédération de recherche du CNRS qui s'appelle Théorie et Évaluation des politiques publiques, qui rassemble 13 laboratoires et un peu moins de 300 enseignants-chercheurs et qui fédère des réponses souvent à des appels publics en matière d'évaluation des politiques publiques. Donc moi, je suis un opérateur d'évaluation. Je suis un expert dans ce domaine. Je connais les méthodes et je les applique, notamment en Outre-mer. Donc, dans notre fédération de recherche, on a un groupe de travail sur l'Outre-mer qui est dirigé par mon collègue Jean-François O'Haraud, qui est aussi président de l'Université de La Réunion. Et on réalise tous les 2 ans une conférence qui s'appelle les actes de la recherche ultramarine et aussi s'appelle aussi les journées économiques de l'outre-mer, qui est en lien avec l'AFD, l'Agence française pour le développement, qui a lieu au CESE. Et donc on a déjà réalisé deux conférences. C'est des conférences qui vraiment fédèrent toutes les équipes de recherche qui sont intéressées par les problématiques ultramarines. Et on publie donc des actes de ces conférences. On a déjà publié 5 numéros spéciaux de revue. On a publié un numéro spécial de la revue économique il y a 2 ans. Et là, on va sortir un numéro spécial de la revue française d'économie consacré à l'outre-mer. En fait, notre point de départ, c'est de considérer qu'il n'y a pas suffisamment de travaux de recherche sur l'outre-mer. Ils ne sont pas suffisamment valorisés, ils ne sont pas suffisamment connus. Et donc, il faut les soutenir et il faut les développer. Et ça, dans toutes les disciplines. Et donc, on essaye d'y contribuer. Moi, à titre personnel, je suis un expert aussi du marché du travail. J'ai publié en 2014 un article assez ancien, mais un petit peu cité, sur la persistance du chômage ultramarin, qui, hélas, c'est un article qui a 12 ans, mais qui n'a pas perdu du tout de son actualité, en fait. Et ça, rien qu'à lui-même, si on relit cet article, donc plus de 10 ans après, on voit à quel point, en fait, effectivement, les problèmes économiques ultramarins ont un caractère persistant, structurel. La plupart des constats qu'on pouvait faire il y a 10 ou 15 ans sont encore valables aujourd'hui, dès lors qu'on prend la dimension, un peu justement une entrée par les inégalités, qu'on s'intéresse à l'hétérogénéité des situations, notamment sur le marché du travail. Et puis, moi, j'ai beaucoup travaillé dans les Outre-mer. J'ai fait plusieurs missions dans chaque département d'Outre-mer et dans plusieurs collectivités. Et j'ai notamment contribué j'ai fait des travaux d'évaluation sur les dispositifs d'exonération de cotisations sociales qui existent en Outre-mer dans le cadre des dispositifs Girardin, etc. J'ai aussi travaillé sur la réforme de l'apprentissage en Martinique. Plus récemment, j'ai fait des évaluations sur le service militaire adapté, qui est vraiment, effectivement, je suis d'accord avec mon collègue, c'est une politique intéressante parce que c'est l'une des rares politiques qui a été, disons, inventée en Outre-mer, dispositif que vous connaissez très bien, d'accompagnement et de formation ultra intensif à destination de jeunes éloignés de l'emploi. Et cette politique a été transposée dans l'Hexagone, et c'est intéressant justement ce mouvement, pour devenir le service militaire volontaire qui a été instauré donc par François Hollande à partir de 2015 et qui a été depuis généralisé à partir de 2019-2020. Et donc, moi, je travaille sur ce dispositif pour notamment mesurer les effets en termes d'insertion des jeunes. Et puis par ailleurs, je suis aussi expert en mesure des discriminations. Donc nous, les économistes, on est intéressés par les données. On travaille sur les données, on produit des données, et notamment en matière de mesure d'inégalité. On fait beaucoup de travaux en mesure d'inégalité, puis on fait aussi beaucoup de travaux
sur la mesure des discriminations. Et donc, moi, j'ai commis une étude avec quelques collègues, dans laquelle on a tenté de mesurer des discriminations subies par les ultramarins, à la fois en France, dans l'Hexagone, en métropole, à Paris, mais aussi on a fait des tests, de la mesure donc à La Réunion, en Guadeloupe, en Martinique, et on a mis en évidence le fait qu'un candidat ultramarin qui se présentait pour obtenir un emploi de serveur dans des restaurants avait moins de chances qu'un candidat de qualification équivalente, mais qui avait été formé dans l'Hexagone, et que même à Paris, on trouvait des pénalités à l'embauche subies par les candidats ultramarins relativement à des candidats formés à Paris. Donc on a mis en évidence l'existence d'une discrimination. Donc il s'ajoute, il ne faut surtout pas confondre discrimination et inégalité, ce n'est pas du tout la même logique, mais c'est un problème qui va s'ajouter à celui des inégalités. Voilà, c'était pour me présenter un peu. Alors, moi, par rapport à votre sujet, j'ai vraiment deux choses à dire. La première, c'est que, oui, à l'évidence, les inégalités sont extrêmement marquées en Outre-mer. C'est pas du tout un phénomène nouveau, c'est ancien, et je dirais, quelle que soit la définition, la mesure qu'on prenne des inégalités, quel que soit aussi l'objet qu'on considère, il n'y a pas de contre-exemple, en fait, presque de situation où l'Outre-mer ne serait pas plus inégalitaire, dans le fond, et dans une situation moins favorable que l'Hexagone. Donc, qu'on fasse des comparaisons à l'intérieur ou intra ou inter, on obtient ces résultats. Et c'est vrai pour les différences de niveau de vie. Par exemple, le rapport interquartile de la masse des revenus détenus par les 20% les plus aisés, c'est 5,4 fois la masse des revenus détenus par les 20% les plus pauvres à La Réunion, donc il y a un rapport de 5,4. Dans l'Hexagone, c'est simplement 4. Et si on va à Mayotte, on a un rapport de 80 entre la richesse, enfin les revenus des 20%, la masse des revenus détenus par le premier quintile de revenus relativement à la masse des revenus détenus par le dernier quintile de revenus. Donc ça, c'est un exemple parmi des dizaines d'autres. Et le problème, c'est que les inégalités de revenus se doublent d'inégalités qu'on peut qualifier de primaires, ou disons en termes de capacité, puisqu'il y a aussi des inégalités en matière d'accès à l'alimentation, d'accès à l'eau, d'accès à la santé, d'accès au logement, d'accès à l'énergie, à l'éducation, au transport. Quelle que soit l'entrée qu'on prenne, il y a effectivement des différences extrêmement fortes et nettes. On pourrait aussi ajouter, parce que ça n'a pas été dit, les inégalités de genre. Il y a aussi des inégalités de genre qui sont très marquées en Outre-mer. On a aussi des différences générationnelles. Enfin bref, on a les territoires d'Outre-mer, les départements d'Outre-mer sont caractérisés à la fois par des niveaux d'égalité bien plus forts que n'importe quel territoire de métropole, mais aussi par des niveaux de pauvreté plus importants que n'importe quel département de la France hexagonale. Effectivement, il y a une vraie question en matière d'inégalité, et on peut discuter de tous les déterminants des inégalités. Il y a des facteurs structurels, historiques, il y a des facteurs économiques, bien sûr, des facteurs qui tiennent aussi à toutes les problématiques de l'insularité qui s'ajoutent. Il y a un cumul de facteurs lourds, disons, structurels, qui expliquent la persistance des inégalités. Mais je pense que qualifier ces inégalités de systémiques, comme c'est le propos de votre commission, ne me semble pas approprié, pour deux raisons. D'abord parce que, donc moi, effectivement, en économie, disons, le caractère systémique, ça ne fait pas partie des catégories qu'on mobilise habituellement. Pourquoi ? Parce que ce n'est pas parcimonieux comme entrée. On peut très bien rendre compte des inégalités en évoquant un cumul de facteurs structurels, de difficultés structurelles, sans rentrer dans cette logique systémique. Systémique, ça renvoie à quoi, en fait ? Qu'est-ce qu'on entend par là ? Si c'est de dire qu'il y a une fabrique endogène des inégalités dans le cadre d'un modèle de développement où la faible croissance nourrirait les inégalités, qui elles-mêmes nourriraient la faible croissance, etc. Je crois que là,
enfin, en tout cas, c'est pas un registre dans lequel moi je me sens particulièrement tout à fait à l'aise du point de vue vraiment de la chaîne causale et du point de vue de la rigueur de l'exposition. Voilà. Je pense qu'on peut faire l'économie de cette entrée par les caractères systémiques et bien sûr appuyer sur le caractère structurel des inégalités, en particulier pour une autre raison. C'est aussi du point de vue de l'espace laissé aux politiques publiques. Hein. Moi, je crois qu'effectivement, des politiques publiques peuvent parvenir à améliorer la situation en Outre-mer. Il y a déjà des politiques qui ont... Enfin, je n'ai pas un point de vue aussi sombre que ce qui a été décrit auparavant. Je pense que si on regarde... il y a des choses qui s'améliorent quand même aussi en Outre-mer. Il y a une progression du niveau de vie. Dans certains territoires, on a une croissance économique qui est relativement soutenue et parfois même qui est, à certaines périodes, qui a été plus soutenue même qu'en dans l'Hexagone. On peut évoquer, discuter de la thèse d'une certaine thèse du rattrapage de développement. Et donc, tout n'est pas aussi... je crois qu'il y a des nuances quand même à apporter dans les constats qu'on peut poser. En tout cas, moi, j'ai un regard plutôt plus nuancé. Et je dirais donc, oui, il y a des causes structurelles. Il y a de l'espace pour les politiques publiques, en particulier, bien sûr, sur le marché du travail. En matière d'accès à l'éducation, d'accès à la formation, il y a des progrès qui peuvent être, qui existent et qui pourraient être encore développés. Hein. Donc, moi, j'ai une vision, pour simplement dans ce propos que je crois inaugural, hein, parce que il est peut-être suffisant de dire oui, il y a des inégalités très fortes et qui ont un caractère structurel, mais le caractère systémique peut être discuté et il y a de la place pour les politiques publiques. Voilà. Puis après, je pourrais développer, si vous voulez, sur différents aspects. Voilà, je vous remercie. Je vous remercie. Bon, maintenant, je vais passer la parole à Madame la rapporteure, Madame Corbière, Madame Azzo. Vous pouvez démarrer. Merci Madame la Présidente. Merci Madame, merci Messieurs d'être venus à notre rencontre et de nous avoir fait part de votre analyse sur le sujet sur lequel vous proposons de travailler. En effet, cette commission d'enquête porte sur les inégalités systémiques qui concernent les territoires ultramarins et leurs habitants, bien entendu. Bon, je vais aller assez rapidement. Pourquoi nous avons choisi de parler d'inégalités systémiques? Ça a été dit par plusieurs d'entre vous. Parce que cela nous amène à parler d'handicap structurel. Le terme de structurel convient de façon unanime aux personnes que nous avons auditionnées jusqu'à maintenant. Mais pourtant, on parle bien quand même d'un système qui s'alimente et qui se perpétue. Et c'est pour cela que nous voulons l'aborder sous cet angle-là, puisqu'il y a des inégalités qui sont historiques, héritées d'un passé colonial. Il y a effectivement, et ça a été dit, beaucoup d'investissements publics. Pourtant, au regard des résultats, on a le sentiment qu'ils sont insuffisants ou inefficients. Et nous voulons réussir, en tout cas c'est le défi que nous nous donnons, de faire la part des choses entre le manque de moyens, l'utilisation inefficace des moyens et l'inadaptation des politiques publiques. Je tiens à vous remercier, Monsieur Lortie, pour l'analyse que vous faites, enfin pour le partage d'informations, en tout cas d'avoir introduit dans nos travaux de cet après-midi la notion de discrimination, qui est un sujet qui est également très prégnant et qui traverse un petit peu finalement nos travaux sur ces inégalités, notamment au niveau social et au regard de la manière dont elles percutent la jeunesse en Outre-mer. Madame David, j'avais une question sur la frilosité. Vous avez parlé, vous disiez, on a oublié l'égalité, on a confondu l'égalité et uniformité. Et vous parliez de frilosité à l'égard de l'adaptation. Comment est-ce que vous expliquez cette frilosité? Monsieur Daniel, j'aimerais vous demander, au niveau de la transformation structurelle qui mobilise les ressources locales, quel regard vous portez sur les différentiums, et notamment le dernier, puisqu'on sait que les derniers travaux qui se sont opérés
se sont faits sans la présence d'élus, puisque vous aviez aussi parlé de gouvernance. Et Monsieur Bérard, j'ai 2 questions, notamment la gouvernance. Quelle gouvernance pour mieux appréhender les inégalités, puisque vous avez vraiment mis en avant le côté justement systémique et les spécificités en fait des territoires ultramarins avec des économies différentes, percutées par un contexte écologique et environnemental très, très fort. Quelle gouvernance donc pour mieux appréhender ces inégalités, pour permettre de mieux prendre en compte les vulnérabilités de ces territoires. Et sur le sujet spécifique du chlordécone, j'aimerais y rajouter la question du mercure pour la Guyane et finalement le risque écologique et environnemental. Quel risque, est-ce que ce risque d'exposition auquel sont exposées les populations en Outre-mer, en quoi ce risque constitue-t-il finalement une inégalité au sens d'une moindre protection pour les populations exposées? Voilà, je ne sais pas si j'ai été claire. Si vous voulez, je peux peut-être développer davantage, mais je ne veux pas mobiliser trop de temps de parole pour pouvoir vous entendre et permettre à mes collègues de s'exprimer aussi. Merci. Merci Madame la rapporteure. Donc je vais vous demander de répondre à ces questions et après nous passerons à la question, aux questions de nos collègues. Je vous remercie. Merci Madame la rapporteure pour votre question. Alors, s'agissant de la question de la frilosité, et j'ai mesuré un peu mon propos, il m'apparaît en tout cas, particulièrement s'agissant des collectivités de l'article 73, il y a des outils dans l'article 73 d'adaptation, les premiers alinéas, soit adaptation de la part de l'État, soit adaptation par les collectivités elles-mêmes qui vont solliciter effectivement cette possibilité d'adaptation. Ce sont des outils qui alors, sont finalement, moi à mon sens, très peu utilisés. Et qui génère effectivement l'application de règles finalement identiques à celles applicables dans l'Hexagone, et donc qui finalement sont souvent inadaptées aux spécificités des territoires puisqu'elles ne prennent pas en compte ces spécificités. On voit bien aujourd'hui dans les... le sentiment que j'ai en réalité, c'est que, qui est partagé par beaucoup je pense, c'est qu'en réalité, on a figé les collectivités dans le marbre des articles 73 et 74, et aujourd'hui, en fait, on a du mal à sortir de ce carcan, de cette dichotomie entre les deux types de collectivités. Et on a du mal à avancer sur la question effectivement de l'adaptation par les collectivités elles-mêmes, puisque l'outil finalement dont on dispose pour l'adaptation par les collectivités de l'article 73, c'est les habilitations. Les habilitations, dont une a été demandée récemment par la Martinique, en matière, si je ne m'abuse, d'énergie et d'eau. Et en fait, c'est un outil qui finalement est extrêmement lourd à manier et qui finalement répond... Alors, quand il y a une réponse positive de l'État à cet égard, parce que ça on peut aussi en discuter, répond finalement de manière extrêmement tardive à la demande qui est finalement formulée par la collectivité, dans un cadre ce qu'on appelle nous un one-shot, c'est-à-dire que si on veut faire évoluer le cadre, voilà. Et donc en fait finalement c'est un outil qui est peu adapté. Et aujourd'hui, si on a une demande par les collectivités type de la Martinique ou de la Guyane d'évoluer vers finalement quelque chose de plus souple, c'est bien parce que effectivement ces outils-là sont finalement inadaptés. Donc voilà. Je ne sais pas d'autres qui veut répondre aux questions. Monsieur Gérard. Ils n'entendent pas. Oui, je peux effectivement prendre la suite. Alors, je vous remercie pour ces questions, ces retours. Sur la première question,
Madame la rapporteure concernant donc quelle gouvernance pour mieux appréhender donc ces inégalités. Je vais être assez rapide puisque je pense que ça a été très bien résumé ou précisé tout à l'heure par mon collègue Justin Daniel, une gouvernance ascendante, c'est-à-dire une gouvernance qui, me semble-t-il, doit s'appuyer sur les forces vives de chaque territoire. J'entends par là non seulement bien sûr les collectivités, mais aussi l'ensemble des acteurs de la société civile, et plus particulièrement ces populations. Ça a été souligné là aussi à plusieurs reprises. Ces populations, elles sont plurielles, elles sont hétérogènes, elles sont confrontées aussi à des situations selon leur niveau de vie économique et social différentes. Et donc, il me semble essentiel que ces voix, ces points de vue puissent être relayés dans le cadre d'une gouvernance. Enfin, ce que j'entends par gouvernance et ce que j'entends aussi dans votre question, encore une fois, c'est comme je le disais tout à l'heure, comment est-ce qu'on met autour de la table, comment on associe des acteurs, des individus, des collectifs hétérogènes, différents, avec des points de vue et des intérêts qui ne sont pas les mêmes, qui sont parfois même contradictoires ou opposés. Et il me semble essentiel ici d'envisager, en tout cas pour ces territoires, et compte tenu de toutes les particularités qui ont été évoquées jusqu'à présent, d'y associer pleinement les populations. Ce qui peut être aussi un rôle d'évoluer notamment aux CESE locaux ou territoriaux qu'on peut retrouver dans ces collectivités, que d'animer, de mettre en scène, d'une certaine façon, cette gouvernance ascendante. Et je pense que la question aurait très bien pu être aussi adressée à mon collègue Justin Daniel, qui pourra, je pense aussi sans difficulté, peut-être préciser aussi cette idée de gouvernance ascendante. Et puis rapidement, sans donc prendre trop de temps, effectivement, j'évoquais la question du chlordécone aux Antilles, et c'est vrai que dans mes travaux, je pense que la question de Madame la rapporteure y fait référence. J'ai aussi travaillé et présenté une série de conclusions sur la situation que vivent notamment une partie des populations guyanaises, en particulier amérindiennes, directement confrontées donc à l'impact de ce métal lourd qu'est le mercure, à la fois donc relatif à ces dépôts, je dirais, historiques, anciens, mais qui sont aussi liés à des phénomènes plus biologiques, d'accumulation, etc. Donc, on a effectivement affaire à une situation particulière. C'est un peu ce que j'indique dans mon livre, qui, finalement, par contraste avec la problématique de la chlordécone aux Antilles, apparaît relativement peu visible ou audible. Alors, il y a eu, depuis les années 90 maintenant, des alertes qui ont été lancées, à commencer par les agences sanitaires de l'État autour sur cette situation, notamment dans pour reprendre une expression d'un livre des années 2010, des abandonnés de la République, que vous connaissez peut-être, et qui porte précisément sur cette question de la situation d'une partie des populations guyanaises, et en particulier des Amérindiens, confrontés à la pollution mercurielle. Il y a eu bien sûr tout un tas de travaux, y compris d'évaluation. Les évaluations existent, mais ne sont pas toujours systématiques, me semble-t-il, outre-mer, et elles gagneraient à l'être davantage. Et ce qu'on peut constater, c'est vrai, c'est la faible visibilité de cette problématique, pourtant, je dirais, essentielle. Si la même chose se produisait, comme pour d'autres sujets, par exemple sur une portion du territoire de l'Hexagone, je pense que, d'une façon plus générale, les autorités publiques et les Français en général ils prêteraient peut-être aussi davantage d'attention. Alors, il y a bien sûr des choses qui ont été faites, des choses positives, notamment en termes de prévention, je pense auprès des femmes, et des femmes allaitantes en particulier, mais force est de constater aussi, malgré, je dirais, des alertes qui sont périodiquement relancées sur cette question, je pense aux interventions qu'elle avait pu faire à plusieurs décennies d'intervalle en son temps Madame Taubira, eh bien on constate, c'est vrai, une certaine lenteur, une certaine inertie dans la résolution de ce problème, qui est un problème de très long terme. Voilà, il me semble là-dessus peut-être qu'on gagnerait aussi à envisager cette question sous l'angle de ces inégalités, ne serait-ce que pour les rendre davantage visibles, et peut-être là aussi en faire plus. Mais j'ajouterais, parce que la question m'y invite,
l'usage massif des pesticides, il vaut aussi pour la Guyane, et en particulier pour un type d'agriculture qui est la riziculture, qui a fait l'objet dans les années 90 d'usage massif du lindane en particulier, et qui reste une problématique, me semble-t-il, méconnue, et qui gagnerait sans doute aussi à être explorée davantage. Je le dis par parenthèse, mais c'est une façon aussi de souligner la diversité des problématiques environnementales ou ce que j'ai appelé tout à l'heure inégalités écologiques de santé auxquelles sont confrontées les populations ultramarines, et en particulier en Guyane. Voilà, je ne développerai pas plus sur ce point, je vous remercie. Merci. Donc, il reste monsieur... Alors, monsieur Daniel, si... Oui, je vous entends. Je vais essayer Voilà, si vous voulez d'apporter des répondre... compléments de Ok. réponse à la question posée, Ouais. puisque mon collègue Yann Béard y a répondu au moins partiellement. Mais je voudrais remercier Madame la rapporteure pour cette question qui me semble essentielle. Nous sommes là au cœur non seulement d'une préoccupation, mais d'une interrogation qui doit sous-tendre tous les dispositifs de politique publique qui seront mis en œuvre. J'ai fait référence dans mon exposé à l'idée d'une gouvernance ascendante allant à l'encontre des pratiques qui ont été mises en œuvre jusqu'à maintenant. Et c'est vrai que le SIOM de 2025 avançait un peu cette idée, puisque le ministre des Outre-mer de l'époque, Manuel Valls, voulait être au contact des populations et des élus pour bâtir un nouveau rapport entre l'Hexagone et les Outre-mer. Bon, ça, c'est l'énonciation de principe, et ce que l'on peut craindre, c'est que ce principe ne soit pas suivi d'effet. Dans mon esprit, la gouvernance ascendante renvoie à une triple échelle. D'abord, ce qui se passe au niveau de la population, de la société civile organisée. Et ça entre en résonance avec ce que disait tout à l'heure notre collègue Karine David, la nécessité de mettre en place une véritable démocratie participative, même si nous sommes nombreux à savoir que cette démocratie participative n'est pas si facile que cela à réaliser. C'est une difficulté sur laquelle butent malheureusement beaucoup d'acteurs. Mais enfin, c'est un objectif, me semble-t-il, qu'il faut se fixer. Il faut se donner les moyens de faire fonctionner cette démocratie participative en s'appuyant notamment sur la société civile organisée, mais pas que la société civile organisée. Il faut viser de manière plus large l'ensemble de la population, parce que celle-ci tend malheureusement à se détourner, sans être pour autant dépolitisée, d'une certaine forme de débat public, en particulier le débat qui est marqué par ce tropisme institutionnel dont on a beaucoup parlé, là où cette population nourrit des attentes très précises s'agissant notamment du fonctionnement déficient des services publics locaux. Donc là, ça c'est le premier niveau d'action, la prise en compte des attentes de la population. Deuxième niveau, c'est ce qui peut se passer entre les élus et les représentants de l'État. Et là, je reprends ma casquette de marginal séquent. Moi, ce que j'ai pu observer à travers l'expérience de la Martinique, c'est encore un fonctionnement souvent en silo et une difficulté à harmoniser les points de vue. Moi, je l'ai vécu la semaine dernière, cette fois-ci en tant que président du conseil scientifique du GIS Sargasses, dans une réunion qui s'est déroulée au sein de la collectivité territoriale de la Martinique. Je me suis rendu compte à quel point
les rapports pouvaient être difficiles entre des représentants de l'État et ceux de la collectivité territoriale, alors qu'il s'agissait de décider dans l'urgence. Donc, il y a un travail à faire à ce niveau-là, un travail, je dirais, de coproduction, même si je n'aime pas trop le terme qui est un peu galvaudé aujourd'hui, compte tenu d'un usage un peu inflationniste. Mais il y a à mettre autour d'une table les représentants de l'État et les élus de façon à coproduire des solutions, à dégager des priorités. Ça, c'est le deuxième niveau. Le troisième niveau, c'est ce qui se passe, bien évidemment, au niveau central. Et là, je crois que nos élus locaux doivent être beaucoup plus proactifs. On est souvent dans la réaction face aux problèmes qui se posent. Je crois qu'il faut développer dans les territoires ce que Karine David et moi avons appelé une forme de capacité, une forme d'anticipation des crises et des solutions, de façon à la Martinique, on parle souvent de négocier avec l'État, en tout cas de façon à discuter avec l'État et à faire des propositions et à mettre un terme définitivement à ce rapport asymétrique qui fait qu'on est très souvent, de manière réactive, dans l'attente des propositions de l'État. Donc, en résumé, il faut, à mon avis, agir à cette triple échelle de façon à mettre en œuvre cette gouvernance ascendante. Je vous remercie. Monsieur Lortie, excusez-moi, vous voulez rajouter quelques propos? Je n'ai pas une question directe, donc moi je me retrouvais bien. En fait, D'accord. pas de, Je vous remercie. de problème, hein. Donc, je vais passer maintenant la parole à mes collègues. Alors, il faudra être assez succinct parce qu'à 16h, nous devons rendre la salle. Ouais. Donc, Madame la Présidente Micheline Jacques. Oui, j'essaierai d'être la plus succincte possible. Merci pour ces éclairages. Moi, j'aurais une question particulière à Monsieur Bérard lorsqu'il parle de réparation. Je n'ai pas compris, réparation de quoi ? Quel type de réparation on attend? D'une manière plus générale, moi, je trouve qu'on est un peu trop défaitiste et je serais beaucoup plus optimiste quand je regarde un peu l'histoire de Saint-Barthélemy. Je ne vais pas vous raconter toute l'histoire, mais il ne faut pas oublier que Saint-Barthélemy, dans les années 50, c'était une population qui était extrêmement pauvre, qui n'avait pas de quoi se nourrir et qui a immigré vers les îles Vierges britanniques pour trouver de l'emploi et nourrir la famille. Parallèlement, donc, ce projet d'évolution statutaire, en fait, a été développé tout au long de ces années, depuis 1964. Premier projet d'évolution institutionnelle a été développé, mais la collectivité a passé a pris des compétences par le biais de conventions au niveau du Conseil général. Elle a géré le port, elle a géré l'aéroport, elle a géré le collège, parce que pour changer une ampoule, il fallait passer par la Guadeloupe. Nous étions commune de la Guadeloupe. Donc, cette évolution institutionnelle et constitutionnelle de 2003 nous a permis d'avoir un statut, mais je ne dirais pas que c'est le statut qui a permis à l'île 2, mais c'est le statut qui est venu consolider une évolution, un projet de société. Et je pense que c'est sous cet angle qu'il faut le voir. Après, bon, nous sommes dans une commission d'enquête, nous voulons mettre toutes les choses à plat. Moi, ça fait 30 ans que je connais la Guadeloupe, la Martinique. Et il y a aussi, on a parlé de défiance des jeunes, on a parlé de jeunes qui ne veulent plus voter. Mais pourquoi ? Parce qu'il faut savoir aussi que c'est vrai que les communes ont été les premiers pourvoyeurs d'emplois, parce qu'il y avait des difficultés, mais on a employé aussi, il faut le dire, on n'a pas employé trop de compétences, on a employé des supporters pour garder sa place en qualité d'élu. Ça, il faut aussi le dire. Donc, il y a une défiance qui s'est mise en place, et j'ai rencontré pas mal de jeunes il y a 20 ans, donc ce n'est pas récent, qui me disaient ça ne sert à rien de postuler à tel endroit, parce que de toute façon, je sais que je ne serai pas pris puisque je n'ai pas les filons qu'il faut.
Donc, je pense aussi, il faut mettre les pieds dans le plat. Sur le plan chlordécone, on n'a pas pu indemniser un certain nombre de personnes. Pourquoi? Parce qu'ils n'étaient pas déclarés, parce qu'ils étaient embauchés au black. Donc, il n'y a aucune dans les fichiers de la Sécu, alors que la Sécu a reçu des fonds pour indemniser, ils étaient inconnus. Donc, il aurait aussi fallu, il y a un travail qui aurait dû être fait. Donc, voilà, il faut aussi, je pense, mettre un tout. On parle des habilitations. Pourquoi? Bon, je ne parlerai pas au nom de Victorin Lurel parce qu'il en sait au niveau des habilitations. Mais les habilitations, c'est un prêt de compétences sur une période très limitée et qui est à la charge de la collectivité qui la demande. Donc, alors qu'en évoluant et en transférant une compétence, il y a une évaluation des charges qui est faite et à ce moment-là, on peut avoir à tout transfert de compétences, on a la charge qui l'accompagne. Et ça, c'est une autre action. Donc, la boîte à outils, l'évolution constitutionnelle qui avait été proposée par mon prédécesseur Michel Magras, et j'arrête là tout de suite, c'était de créer une boîte à outils. Ce n'était pas de décider, mais créer une boîte à outils permettant à chaque territoire d'avoir un statut à la carte qui lui correspondait. Les territoires qui veulent rester dans l'article 73 font un copier-coller de leur statut de l'article 73 et rien ne change. Par contre, au fil des années, si on veut modifier, évoluer de manière ne serait-ce qu'à la marge, ayant un statut, c'est plus facile de modifier une loi organique que la Constitution. Donc il y a aussi quelques avantages à voir sur ce plan-là. Et j'en ai terminé, mais j'aimerais savoir de quelle réparation vous parlez, Monsieur Bérard. Merci, Madame la Présidente. On va passer la parole. On va prendre le tour de table, Monsieur Grosvalet. On répondra après. Monsieur Grosvalet, Monsieur Pommier. Merci, Madame la Présidente. Merci à nos invités. Une question sur la mesure des inégalités. On dispose d'un certain nombre de chiffres, d'études. Il est parfois difficile de percevoir ce qui est commun finalement à l'ensemble de ces territoires, de ce qui est singulier ou particulier à chacun des territoires. Et puis surtout, il me semble difficile de voir leur évolution. Ce matin, un préfet nous évoquait le PIB par individu, et il le comparait d'ailleurs à la métropole en disant que certains territoires d'outre-mer avaient un PIB par habitant supérieur et qui avait progressé largement. L'accès à la santé est un vrai sujet partout en France. J'ai eu plus de facilité à prendre un rendez-vous chez un dentiste et un médecin en Martinique que dans ma ville de 80 000 habitants. Voilà. Donc il y a des éléments qui méritent évidemment d'être précisément donnés. Et puis un mot, puisque c'est M. Bérard qui a parlé et aussi M. Daniel de l'autonomie alimentaire. C'est un vrai sujet. Là encore, est-on bien sûr que l'autonomie alimentaire apporterait aux populations une accessibilité à des coûts inférieurs à la production actuelle et les importations et les produits ultra transformés? C'est une question, me semble-t-il, qui doit être posée, parce que là encore, j'ai, à mon humble niveau, pu mesurer que l'accès à des produits locaux était parfois supérieur à des produits importés manufacturés. Pommier a demandé la parole. Merci Madame la Présidente. Merci à nos invités. Moi, j'ai retenu 3 choses qui me semblent importantes pour notre commission. Un, c'est que la crise est l'horizon ordinaire de l'action publique dans les Outre-mer. Deuxièmement, c'est que le statut institutionnel n'est pas un remède miracle dans les Outre-mer. Et troisièmement, c'est que la priorité, c'est une gouvernance ascendante dans chaque territoire avec un projet de développement. Moi, j'en ajouterai un 4e élément en matière justement de réduction des inégalités et même de sensibilité aux inégalités. C'est sensibiliser nos concitoyens de l'Hexagone et de Bruxelles aux réalités et aux diversités des Outre-mer. Merci. Merci. Monsieur Lurel veut la parole. Très rapide, pour qu'on puisse avoir les réponses avant les 16 heures. Merci, monsieur J'ai une Lurel. difficulté de synthèse parce que j'ai entendu des choses très riches par nos 4
intervenants. J'aurais une première remarque à faire et quelques demandes. Commençons par les demandes. J'aimerais, et notre collègue Grosvalet vient d'inviter ça, sur la mesure des inégalités, des discriminations. Il y avait un observatoire de la pauvreté et des inégalités. Il me semble que Philippe Édouard a supprimé ça. Il y avait quelques études. Avez-vous, vous, dans votre univers universitaire et académique, des études, des tableaux, des ouvrages avec évolution des différents indicateurs, et y compris pas simplement les indicateurs économiques ou socio-économiques, puisque c'est objectivé, et j'ai que comprendre dans vos interventions, c'est aujourd'hui plus documenté. Et pourtant, je trouve qu'il y a encore une déficience de documents, d'analyse et de suivi, qu'il y a une irrégularité dans la fourniture de ces documents et souvent des retards considérables. Par exemple, connaître la matrice économique ou la matrice interindustrielle, il y a une quarantaine d'années qu'on a fait ça, ça n'existe plus aujourd'hui. Monsieur est économiste, et donc j'aimerais savoir comment, lorsqu'on met 1 euro dans la filière banane, la filière construction, qu'est-ce que ça donne en termes de plus-value et en termes de valeur ajoutée. Avez-vous ces éléments qui pourraient être communiqués à notre commission? Et ensuite, sur l'aspect plus psychosociologique, est-ce que vous avez des éléments, des indicateurs sur des enquêtes de victimation, sur le ressenti des gens en termes de vécu d'inégalité? Ensuite, le développement ou la croissance, tout le monde le sait partout dans le monde, c'est créateur d'inégalités. C'est même parfois multiplicateur d'inégalités. Vous dites tout ce qu'on a tenté jusqu'ici, et moi-même j'ai tenté, et je tente toujours, on a mis en place un certain nombre de choses, des instruments juridiques, budgétaires, fiscaux, etc. Ça marche plus ou moins ou ça ne marche pas. Et vous dites que, et je crois que c'est M. Bérard qui a dit ça, que ça ne marche pas. M. Justin dit quelque chose que j'aime bien, la crise est l'horizon ordinaire. Et c'est vrai, et ce matin j'ai entendu des préfets ex-DGOM nous dire, regardez l'argent qu'on a mis en Nouvelle-Calédonie, ou qu'on met dans les Outre-mer, 23 milliards. Non, très souvent, c'est déclenché parce qu'il y a eu des crises et que la rue l'a emporté avant les élus. La rue a été plus écoutée que les élus que nous sommes, y compris les parlementaires. Parce qu'il y a ici une sorte c'est un peu sourd, quoi, une surdité administrative et des administrations centrales. Alors, puisque la croissance crée naturellement des inégalités, dans vos études, et puisque pour M. Bérard, je crois, l'économie est second, c'est ce qu'il a dit. Il faut d'abord définir un modèle économique. Vous avez ajouté, madame, qu'il faut un projet de société. J'ai écrit un livre qui s'appelle « Pour une société de projet ». On m'a dit c'est de droite. J'ai dit peut-être. Et c'est vrai que j'englobais presque tout et pas simplement les facteurs objectifs en économie. Une société de projet. Que voulons-nous? Quelle société? Dans quelle société voulons-nous vivre? Et pour la cohésion. Alors, je pose la question. Pour vous, quel est le primum movens du développement? Si ce n'est pas l'économie, si ce n'est pas une société totale, et M. Bérard a employé un mot, j'aimerais qu'il me l'explicite. Il dit il faut un modèle global. Et il faut un modèle en soi et pour soi. C'est très kantien, c'est très jungien. J'ai employé ce mot-là dans une question orale, je l'ai regretté. Le président de la République a repris ça à l'Élysée en disant « Votre problème à vous, il est d'abord anthropologique et autologique ». J'ai très mal interprété ça. Et quand j'ai regardé mes propres déclarations, j'avais employé ça en premier. J'avoue que je prends ça avec beaucoup de recul. Et il y a beaucoup d'acceptions et de connotations très négatives sur l'anthologie et des recherches anthropologiques. Comme nous aurions une capacité presque génétique et biologique pour assurer un développement endogène. Donc je suis un peu gêné sur le thème. J'aimerais qu'il m'explicite un peu son idée. Voilà. Quel est pour vous le moteur du développement qui pourrait marcher? Ensuite, on dit que le statut est second. Je veux bien. Oui, c'est vrai. Si c'est seulement une demande statutaire ou institutionnelle, c'est pas suffisant. Mais mon Dieu, pour déclencher justement un moteur ou un accélérateur, il faut pouvoir domicilier le pouvoir le décider de manière autonome. Quand c'est un pouvoir partagé, j'ai entendu le professeur Justin dire ça, il faut peut-être partager avec l'État. Oui, c'est ce qu'on demande. Mais les sargasses, c'est ça. On ne sait pas qui est compétent. Quand c'est en mer, c'est l'État. Quand c'est sur le littoral, c'est les communes. Comme ce n'est pas qualifié de déchets, donc il y a un problème. Et donc, c'est la difficulté de dévolution de compétences, de statut, de régime législatif et de pouvoir décisionnel. Alors, pour vous, pour enclencher un mouvement auto-entretenu et une circularité vertueuse,
quel serait le primum movens du développement, je ne dis pas de la croissance, du développement, c'est-à-dire un développement total, et c'est tout à fait de Carl Jung, total, un modèle global et total prenant en compte tous les facteurs et tous les éléments de développement pour permettre un développement. Sinon, c'est vrai, on va tomber dans une forme de psychologisme, pour ne pas dire de racialisme, en disant vous êtes incapable de vous développer. Bon. Et donc, je veux éviter ces a priori. Donc, Madame le professeur, Monsieur le professeur, bon, je vous invite à répondre, mais alors vraiment brièvement, puisque nous devons laisser la salle à 16h, donc il reste très peu de temps. Mais par contre, bon, je vous propose, si le besoin en était, de pouvoir compléter par écrit les questions et les réponses. Merci Madame la Présidente. Moi, je vais être extrêmement rapide parce qu'effectivement, sur la question statutaire, je suis assez d'accord avec Madame la sénatrice sur le fait que c'est pas secondaire. C'est qu'en fait, on a un réflexe institutionnel qui ne répond à rien généralement. Et en fait, l'idée, c'est que on met en place un statut pour répondre effectivement à un projet de développement, un projet de société. On ne met pas un statut. Quand il y a eu effectivement l'élaboration du statut de la Martinique et de la Guyane, où on a collé exactement le même statut aux deux collectivités à part l'exécutif, qu'ont en commun la Martinique et la Guyane, ça répond pas à un projet en fait. Et c'est ce que je voulais dire, c'est qu'en fait, au lieu de mettre d'abord le statut, c'est qu'est-ce qu'on veut, quelle société, quel modèle de société, quel modèle de développement on veut mettre en place. Et là, on met un statut en face où on sait quelles compétences a besoin la collectivité pour se développer elle-même, quelles sont les compétences qui doivent rester dans les mains de l'État. Voilà. Mais la question du statut n'est pas secondaire, mais elle vient en second. Pour moi, il y a une nuance. Alors, je vais essayer d'aller vite en faisant une synthèse pour répondre à toutes les questions. D'abord, une petite nuance par rapport à ce que nous dit Madame la sénatrice Micheline Jacques. C'est vrai que pendant longtemps, il y a eu un phénomène clientéliste. J'ai moi-même écrit plus de 540 pages là-dessus dans le cadre d'une thèse. Mais aujourd'hui, ce phénomène s'est considérablement atténué. Et moi, je prends la défense des cadres territoriaux. Nous avons dans nos territoires, en tout cas pour la Martinique, des cadres territoriaux qui peuvent faire preuve d'une excellente expertise. Moi, le problème, c'est l'usage que l'on peut faire aujourd'hui de ces cadres territoriaux. Concernant la mesure des inégalités, des instruments existent, mais ils sont parfois imparfaits, comme je l'ai montré dans mon exposé. Et puis, très souvent, malheureusement, certaines données arrivent trop tardivement. C'est encore le cas aujourd'hui, y compris pour l'INSEE. S'agissant de l'autonomie alimentaire, là, nous sommes au cœur d'une question très importante. C'est vrai qu'aujourd'hui, les produits locaux sont nettement plus chers que les produits importés. Mais je voudrais dire une chose. Il y a quand même, ce que j'ai appelé de manière cursive dans mon intervention, les signaux faibles, des marges sur lesquelles on peut s'appuyer en redéployant certains financements vers la diversification. Je sais que ça ne fait pas l'unanimité, mais ce qui a été envisagé pour le POCI, eh bien, ça me semble intéressant de ce point de vue-là. Et je dirais beaucoup plus loin, parce que la question a été posée sur les rapports avec Bruxelles, la sensibilisation, Bruxelles et Paris. Moi, je crois effectivement qu'il y a à entrer en négociation, en discussion, en passant par l'État, en s'appuyant sur l'État, avec Bruxelles, pour qu'on ait un autre usage des fonds structurels, pour que ces fonds structurels soient mis au service de la réduction de notre dépendance à l'égard des importations. C'est une piste que je suggère. Est-ce qu'il existe des études avec des indicateurs sur la pauvreté? Alors, il y a une étude effectivement que j'ai coordonnée, ça remonte à une quinzaine d'années, et déjà il y avait un débat dans cette étude, les questions concernant les indicateurs, leur robustesse et leur fiabilité. Ce qui manque peut-être, et cette étude qui n'a pas pris une ride, l'a fait à l'époque, ce qui manque, c'est de sortir de l'anonymat des statistiques pour aller voir
le ressenti des populations vulnérables et fragiles sur le terrain. Et ça, je peux vous dire qu'à travers cette démarche-là de sociologie pragmatique, eh bien, on apprend véritablement beaucoup de choses. Et je crois que ce serait utile d'intégrer cette dimension dans les dispositifs de politique publique. Alors, le sénateur Lurel a dit que la croissance ou le développement peuvent être multiplicateurs d'inégalités. Bon, très rapidement, ce que je voudrais dire sur cette question, et ça renvoie au débat sur le caractère systémique ou pas des inégalités, c'est que les dispositifs de politique publique, depuis la loi de programme de 1960 jusqu'à la loi EROM et éventuellement la loi d'orientation annoncée par Madame la ministre, ce qu'on a pu observer, c'est que ces lois stimulent la croissance à court terme, mais amplifient les déséquilibres structurels qui sont source d'inégalités. Et dernier point, bien sûr, je pense que la domiciliation d'un pouvoir local, et là je pense au célèbre discours d'Aimé Césaire sur les 5 libertés, fiscales, économiques, politiques, culturelles, etc., les 5 leviers sur lesquels il faudrait agir, cela me semble tout à fait envisageable. Simplement, ça ne peut pas se faire si ça n'est pas intégré dans un projet plus global, un projet de société, comme dirait ma collègue Karine David. Voilà. Monsieur Bérard, Je peux à mon brièvement. tour peut-être répondre voilà, très rapidement sur la question des réparations. Mon propos était plus d'insister en fait sur cette nécessité, me semble-t-il, de pérenniser, d'institutionnaliser des dispositifs existants. Et par réparation, j'entends d'abord effectivement l'indemnisation des victimes, et en particulier des travailleurs et des travailleuses agricoles qui ont pu être directement exposés à ces pesticides. Mais vous soulignez en même temps la difficulté dont peut relever aussi la mise en œuvre de ce type de dispositif. Mais il s'agit pour moi surtout d'insister sur la nécessité de pérenniser, d'institutionnaliser ici des dispositifs en place qui ne dépendraient plus seulement d'un renouvellement de plan d'une année sur l'autre. Pour ce qui concerne la mesure, me semble-t-il, je pense que l'enjeu, enfin moi c'est ce que je soulignais, il n'est pas tant aujourd'hui de produire des données que de les transférer dans l'action publique en matière de politique publique. J'ajouterais aussi à la suite de mes collègues que les données, elles ne sont pas que quantitatives, elles doivent être aussi qualitatives, et cette question du sensible, de la réalité, on le dit souvent, des réalités ultramarines, elle doit aussi passer par la production de données qualitatives, ce que savent faire les sciences humaines et sociales. J'ajouterais aussi que sur la mesure, on a parlé de l'évaluation, on a parlé de l'observation, ce qui est essentiel pour produire des diagnostics qui peuvent être utiles aux évaluations, mais il me semble qu'il y a une troisième dimension de l'expertise qui renvoie à une autre temporalité, c'est celle de la prospective. Et la prospective, comme domaine d'expertise relatif aux politiques publiques ultramarines, elle gagnerait aussi très certainement à être développée, en particulier pour penser ces fameux modèles de développement, où je rejoins tout à fait l'expression aussi de ma collègue Karine David, projet de société, c'est bien aussi cette capacité à considérer de manière objective, ou sur la base en tout cas d'éléments objectivables, un futur ou des futurs désirables, et susciter plutôt des passions joyeuses que des passions tristes, pour reprendre ici plutôt une perspective philosophique, puisque M. Lurel a cité certains philosophes plutôt spinozistes que kantiennes pour ma part. Et puis peut-être une remarque aussi sur l'Hexagone. Je rejoins tout à fait cette idée selon laquelle, pour lutter contre ces inégalités systémiques ou structurelles, il est nécessaire aussi que le regard porté par les citoyens français et françaises change peut-être concernant ces territoires ultramarins, à commencer par le fait peut-être de mieux les connaître. Et là-dessus, il existe un dispositif qui connaît aujourd'hui, je crois, un second souffle, au niveau notamment de l'enseignement supérieur, c'est la chaire Outre-mer de Sciences Po, qui, me semble-t-il, peut œuvrer notamment via le CEVIPOF à cela. Je pense en particulier à l'idée
aujourd'hui peut-être d'étendre certains des outils type baromètre de confiance à des enquêtes qui portent aussi sur les territoires ultramarins qui sont jusqu'à présent, qui ont été très largement absents et qui donc ne permettent pas notamment de rendre compte de ces représentations que Françaises et Françaises peuvent avoir des Outre-mer et des ultramarins. Voilà, sinon, tout dernier point, par ontologie, mon point était très simple, c'était plutôt de rappeler qu'effectivement la crise constitue un horizon, pour reprendre l'expression de mon collègue Justin Daniel, un horizon ordinaire de l'action publique outre-mer et pas autre chose, mais un horizon avec lequel il faut effectivement faire, ce qui ne veut pas dire qu'il est non plus, je dirais, irrévocable et qu'on peut évidemment changer la société. Voilà, je vous remercie. Monsieur Lorty, pour conclure. Moi, je vais être très, très rapide. En fait, si on parle d'inégalité, je pense que la cause numéro une, enfin le problème numéro un, c'est le problème d'accès à l'emploi. C'est à la fois le volume d'emploi, la qualité des emplois, et c'est aussi l'accès à la formation. C'est la cause première de la pauvreté et des inégalités. Donc cette cause, disons, renvoie à des problèmes d'inadéquation entre la structure des qualifications offertes et demandées. Ça peut renvoyer aussi à des problèmes de mobilité géographique, de mobilité professionnelle, de mobilité spatiale, tout simplement de moyens de transport. Mais je ne pense pas que ni le cadre juridique et institutionnel soit, disons, une cause prépondérante des problèmes qu'on évoque. Et bon, bien sûr, moi, je suis intéressé, comme vous, par une amélioration de la qualité de l'information économique et sociale sur l'outre-mer. Donc, on y travaille avec beaucoup d'autres collègues. Avec, bien sûr, c'est le rôle premier de l'IEDOM, de l'INSEE dans cette direction. Mais nous, on apporte aussi notre concours. On travaille. Je voudrais simplement vous indiquer qu'on a un gros programme de recherche sur les inégalités en outre-mer qui est coordonné par l'Université de la Réunion et qui va impliquer beaucoup de collègues. Mais hélas, la temporalité de ce programme va être très au-delà de du travail qui est le vôtre. Hein. Dans les 2 ans à venir, on aura d'autres travaux sur les inégalités qui, j'espère, vont contribuer à améliorer les constats. Mais je pense que de toute façon, les constats, compte tenu de la persistance des phénomènes, qui a un caractère largement structurel, c'est pas tant les problèmes d'accès à l'information ou de nature de l'information qui sont l'obstacle prépondérant pour l'analyse. Bon, j'étais rapide. Bien. Madame et monsieur les professeurs, je vous remercie pour vos propos. Je remercie mes collègues d'avoir posé des questions aussi qui ont enrichi les débats. Et n'hésitez pas, comme je vous l'ai dit, si vous vouliez enrichir vos réponses par écrit, si besoin en était. Je vous remercie.